Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. L'intitulé de cette présentation est les bases de données NoSQL. NoSQL pour Not Only SQL. SQL étant l'acronyme de Structured Query Language. Dans cette présentation, nous allons aborder, dans cette introduction, où la présentation fait office d'introduction aux bases de données NoSQL, nous y reviendrons sur les raisons qui ont fait que l'on a besoin d'utiliser d'utiliser de nouveaux systèmes de gestion de bases de données, en l'occurrence les systèmes ou les bases de données NoSQL, les fondements des systèmes NoSQL et finalement les principaux modèles des bases de données NoSQL. Alors d'abord, en ce qui est des raisons qui ont fait qu'il y ait des besoins d'utiliser d'autres modèles que ceux du SQL, donc nous posons un premier constat qui est l'essor des très grandes plateformes et applications web. Les GAFA par exemple. Pour n'en retenir qu'un, nous allons prendre l'exemple d'Amazon, qui est une plateforme de vente sur Internet, sur le web, pardon. Alors là, Amazon traite avec des fournisseurs de par le monde, il y en a des millions, des centaines de millions, les clients de même, on peut même parler de milliards de clients, et puis vous avez des milliards de produits qui sont offerts par ce grand magasin, le magasin du monde. Donc toutes ces données-là font que l'on se retrouve avec une quantité de données, un volume de données considérable. Et là, je vois une petite parenthèse, c'est que les systèmes de base de données ou les bases de données NoSQL sont intimement liés au concept du big data. Donc, ce volume de données considérable à gérer par ces applications nécessite une distribution des données. On ne peut pas imaginer que, rien que pour Amazon, restant avec Amazon, que toutes ces données-là sont sur la même machine, voire sur le même lieu. Donc, des traitements sur de nombreux serveurs, ce qu'on appelle les data centers. Donc là, déjà, il y a une nouvelle notion, ce sont les data centers. Ces données sont souvent associées, donc d'autre part, ces données sont souvent associées à des objets complexes et hétérogènes. Donc, la première chose, la première contrainte, c'est qu'on a un volume de données très, très grand, donc on parle de données massives. La nécessité de distribuer ces données, du fait qu'elles sont volumineuses, et puis ces données-là sont associées à des objets complexes, voire hétérogènes. Donc, prenons un autre exemple, celui de votre profil sur Facebook. Sur Facebook, vous avez un pseudo, vous avez bien sûr un mot de passe, vous avez vos informations, donc là, des choses très, très classiques, textuelles, mais vous pouvez aussi mettre votre photo. Il peut aussi avoir des photos sur votre compte Facebook. Vous pouvez aussi avoir des chansons, vous pouvez avoir un message vocal, vous pouvez avoir le son des oiseaux, si vous voulez l'enregistrer, vous pouvez avoir des films, vous avez aussi, c'est surtout des amis, et vous avez aussi les amis de vos amis. Donc là, c'est des données assez complexes parce qu'il ne s'agit pas uniquement de vous, mais il s'agit aussi de tout l'environnement qui vous est associé, en l'occurrence vos amis, les amis de vos amis, et ainsi de suite. Et les données sont hétérogènes, donc ce n'est pas uniquement du texte, mais vous avez aussi, vous pouvez avoir des images, vous pouvez avoir de l'audio, vous pouvez avoir de la vidéo. Donc les données sont à la fois complexes et hétérogènes. Ça pose, là, je pose ces contraintes-là, pose les limites des systèmes traditionnels qui sont en fait les modèles relationnels, les modèles SGBD des systèmes de gestion de base de données, relationnels et transactionnels qui sont basés sur SQL. Maintenant, juste un petit point, c'est les données transactionnelles. Pourquoi les données, les SGBD, SQL ou relationnels sont quand même des systèmes transactionnels parce qu'ils s'y prêtent aux transactions. Alors, une transaction, quand vous allez retirer de l'argent de votre banque, vous retirez une somme S, cette somme-là va être débitée de votre compte. Donc, vous avez fait une transaction, une lecture, écriture sur votre compte. Combien vous avez, une fois que vous l'avez su, vous allez débiter de votre compte de cette somme S. Ni plus, ni moins, heureusement. Alors, ces besoins de volume, du fait que les données doivent être distribuées, qu'elles sont complexes et hétérogènes,
font que nous avons que de nouvelles approches de stockage et de gestion de données se sont imposées, donc à la fois pour le stockage et pour la gestion de ces données-là. Ceci pour permettre une meilleure montée à l'échelle dans des contextes fortement distribués, ce qui permettrait une gestion d'objets complexes et hétérogènes sans avoir à déclarer au préalable l'ensemble des champs représentant un objet. Donc, revenons à l'exemple de notre base de données. Enfin, j'ai pas développé l'exemple d'Amazon. Donc, j'ai dit qu'Amazon traitait avec des clients, des fournisseurs et des produits. Si on était dans un contexte de base de données classique, SQL, ceci pourrait s'être modélisé par une table pour les clients, une table pour les produits et une table pour les fournisseurs. D'autres, donc, et des tables intermédiaires qui représentent en fait les relations, une table qui implémenterait la relation entre client et produit, une autre entre fournisseur et produit. Alors, quand on fait la modélisation de notre base de données, au départ, on doit dire, par exemple, pour le produit, quels sont les champs que je dois mettre pour mon produit. Par exemple, son identification, son type, est-ce qu'il est saisonnier, par exemple, oui ou non, ses dimensions, sa couleur éventuellement, et ainsi de suite. Mais tout à fait au début, je dois spécifier ces différents champs. Donc, un produit, une instance de produit, c'est une ligne dans cette table-là, mais au préalable, je connais tous les champs que je dois remplir. Pour une bonne, comment dire, pour que ma base de données reste gérable, il faudra que je le dise dès le départ. Je peux éventuellement rajouter une caractéristique après, mais c'est très coûteux. Alors que dans les bases de données NoSQL, en fait, on peut rajouter les choses au fur et à mesure de manière dynamique. C'est tout à fait différent. Donc, c'est une première liberté extraordinaire. Donc, et là aussi, notons que pour, par exemple, les produits, si je prends l'exemple des vis, une vis, j'ai pas besoin de mettre la couleur d'une vis, alors que pour la couleur d'une voiture, c'est important. Alors que si pour produit, tous les produits ont le même schéma de la base de la table, de la relation produit, il y aura un champ couleur pour la vis qui ne sera jamais rempli pour toutes les vis et coûts imaginables, et qui sont donc avec toutes les dimensions, les formes et ainsi de suite. Donc vous allez avoir beaucoup de champs vides. Mais là, c'est les contraintes. Par contre, dans les systèmes de base de données NoSQL, nous avons quand même cette latitude de ne pas déclarer tous les champs. Donc, c'est déjà une autre vision des choses. Alors, ce que l'on retrouve regroupé derrière ce terme NoSQL ne se substitue pas au SGBD relationnel. En fait, les SGBD relationnels, ils ont une force indéniable. C'est en fait leur forme normale, c'est des contraintes, ce sont des systèmes qui sont cohérents. Si vous avez débité votre compte d'une somme S, vous n'allez pas trouver là où vous allez, ce sera toujours la même somme que vous allez retrouver sur votre compte. Mais bon, c'est pour ça que c'est lorsqu'on veut implémenter une solution NoSQL dans une entreprise, il faudra d'abord poser les constats. Pourquoi il y a besoin? Si vraiment, en pesant le pour et le contre, les SGBD relationnels sont meilleurs, il ne faut pas hésiter à les garder. Donc là, on nous dit que les SGBD NoSQL ne sont pas là pour remplacer les SGBD relationnels, mais c'est pour les compléter ou pour combler éventuellement leurs faiblesses. Donc, le premier point, c'est un élément duquel nous avons parlé juste avant, c'est les données distribuées. Du fait que ces données-là sont immenses, on ne peut pas les mettre sur un seul endroit, on est obligé de les distribuer. Alors, on doit, donc, lorsqu'on a une grande quantité de données, il y a deux stratégies qui existent. Soit on va distribuer les traitements, soit on va distribuer les données. Donc, la première partie, c'est la distribution des traitements. C'est que vous allez distribuer les traitements sur un très grand nombre de machines afin d'absorber des charges très importantes. La deuxième possibilité, c'est la distribution des données. Et à ce moment-là, on va distribuer les données sur un nombre important de serveurs afin de stocker de très grands volumes de données. Et on va pousser les programmes vers ces serveurs-là. C'est le cas du MapReduce qu'on verra à la fin. Alors, revenons au SGBD relationnel, qu'on a appelé transactionnel aussi. Alors, ces SGBD, ils offrent quelque chose un système d'inférence très puissant qui est la jointure. Donc, la jointure entre les tables permet de construire des requêtes complexes qui impliquent plusieurs entités.
je peux demander, donc pour l'exemple des fournisseurs, des clients et des produits, on voit bien qu'il n'y a pas de relation. Donc, nous avons ici une table de relation entre qui va lier les produits aux clients et une autre qui va lier les fournisseurs et les produits. Mais on peut passer, par exemple, du client à fournisseur en faisant des jointures. Donc, des jointures entre clients et produits, ensuite produits et fournisseurs. Et on peut retrouver des informations donc, grâce à cette fonctionnalité qui est la jointure, qui est merveilleuse, mais qui est aussi coûteuse hein, quand vous avez un nombre de données. C'est quand si vous preniez, c'est-à-dire qu'on fait une colonne sur une table et une colonne sur la deuxième table qui est la même et on va essayer de les superposer si vous voulez. C'est coûteux, quand la taille des tables est gigantesque. Alors, vous avez par ailleurs, dans les GBD relationnels, un système d'intégrité référentielle qui permet d'assurer que les liens entre les entités sont valides. Un exemple d'intégrité, quand je suis toujours sur Amazon, vous achetez, vous êtes un client, vous achetez un produit, le produit que vous avez acheté, il va être, donc la disponibilité du produit va diminuer du nombre d'unités que vous avez achetées. Alors, dans un contexte fortement distribué, ces mécanismes ont un coût considérable. Donc, imaginez que vous allez faire superposer deux colonnes de tables, mais si les tables étaient distribuées sur plusieurs lieux, c'est pas évident de le faire. Et si maintenant, lorsque je fais une transaction, donc un achat d'un produit et que le produit il est ailleurs aussi, pour y accéder, c'est pas évident de faire tout ça convenablement. Alors, donc, ils ont un coût, ça se fait, mais ça se fait au détriment d'un coût, un coût qui est considérable dans ce cas-là. Avec la plupart des SGBD relationnels, les données d'une base de données liées entre elles sont placées sur le même node du serveur. Donc, si tout est dans ma machine, je peux faire autant de jointures que je veux. Maintenant, si le nombre de liens est important, il est de plus en plus difficile de placer les données sur des nœuds différents. Alors, les limites toujours de ces SGBD relationnels, c'est qu'ils sont généralement transactionnels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je retire de l'argent, donc mon compte est limité. Alors, la gestion des transactions respecte ce qu'on appelle les contraintes acides, l'atomicité, la consistance, l'isolation et la durabilité. Dans un contexte fortement distribué aussi, cette gestion a un coût considérable parce qu'il est nécessaire de distribuer les traitements de données entre différents serveurs. Alors, il est difficile de maintenir des contraintes acides à l'échelle du système distribué en entier, tout en maintenant des performances correctes. Parce que c'est possible de maintenir, mais tout en maintenant. Maintenant, si j'ai acheté un produit, pour revenir à l'exemple d'Amazon, donc j'achète un produit, c'est la table, moi je suis client, la table de produits, elle est ailleurs, et donc il va y avoir une connexion, il y a une transmission d'informations. Donc là, c'est possible de maintenir les contraintes, mais à ce moment-là, il faut pas qu'un autre achète aussi. C'est la même chose pour l'exemple très, très classique, la vente de billets, de billets d'avion. Donc, si on est deux à faire la même transaction, il faudra bloquer quelque part. Donc, c'est possible de le faire, mais tout en maintenant des performances correctes, c'est-à-dire que le client ne doit pas attendre. Il ne doit pas avoir de fausses informations. Alors, la plupart des SGBD NoSQL relâchent ces contraintes acides ou même ne proposent pas de gérer carrément les transactions. Donc, elles peuvent ne pas. Donc, certains systèmes NoSQL, soit ils vont relâcher certains systèmes de gestion de bases de données NoSQL, relâche certaines de ces contraintes-là, ou bien ne propose pas carrément des transactions, c'est-à-dire qu'on ne peut faire que des lectures. Alors, premier, en guise d'introduction, donc là on a fait un petit constat. Pourquoi le SQL? Pourquoi le NoSQL? Donc les données sont volumineuses, une nécessité de distribuer, et puis les données sont complexes et hétérogènes. Alors le modèle relationnel versus la notion d'agrégat. Donc là, quand on est dans le NoSQL, cette notion-là s'impose. Alors, dans le modèle relationnel, comme je l'ai dit, les données sont divisées en lignes, donc un produit par ligne, avec des colonnes qui sont prédéfinies, ce qu'on appelle les champs, les attributs. Et il n'y a pas de tuple emboîté. Par exemple, si vous avez
si je suis dans une gestion de scolarité, donc vous avez la note de l'étudiant. Si un étudiant il a plusieurs notes, il faudra que pour chaque module, il ait une case, un champ dédié. On ne peut pas avoir des tuples emboîtés. Et puis, il n'y a pas de liste de valeurs. Hein, donc, il n'y a pas note 1, note 2, note 3. Pour le tuple emboîté, je prends l'exemple, donc les listes de valeurs, c'est pour les modules. Les tuples emboîtés, je ne peux pas avoir, j'ai un compte Facebook et j'ai un ami, donc le profil qui est à l'intérieur donc, sa représentation à l'intérieur de la vôtre, ça ne se fait pas. Donc, pas de tuple emboîté, pas de liste de valeurs dans le modèle relationnel. Dans le modèle d'agrégat, vous avez toute une collection d'objets qui sont reliés. L'agrégat, c'est-à-dire que vous avez un tout. On traite le tout. Voici un exemple, voici une facture. Si on était donc toujours l'exemple de l'achat et de vente, donc vous avez une table de clients, une table de factures. Et puis là, ce n'est pas les fournisseurs, donc les produits, les clients, les fournisseurs et les modes de paiement. Donc, la facture, c'est l'agrégat. Dans la facture, vous avez l'identification de la facture. En principe, vous avez sa date, la date d'émission de la facture, celui qui a signé la facture, par exemple. Tout ça, vous allez retrouver dans la table de facture et dans la facture elle-même. Et puis, vous avez d'un autre côté les clients. Donc, vous avez les informations sur les clients. Donc, à droite, vous avez le modèle relationnel, ce qui correspond à cette à peu près hein, donc à cette facture-là, en termes de modèle relationnel. Donc, d'un côté, vous avez le tout qui est la facture, et de l'autre, vous avez cette modélisation au travers du modèle relationnel. Donc, toujours sur les limitations de ces SGBD relationnels, il y a trois propriétés fondamentales pour les systèmes distribués. Donc, nous avons la cohérence, la disponibilité et la tolérance au partitionnement. Ce qu'on appelle, et dans ce théorème CAP, on nous dit que dans un système distribué, il est impossible d'obtenir ces trois propriétés en même temps. Il faut en choisir deux parmi les trois. Donc, voici la pyramide. Et puis, donc, dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, donc les SGBD relationnels, ils assurent les propriétés consistance et disponibilité. C'est-à-dire, vous n'allez pas trouver un compte passif, vous consultez votre compte, c'est le vrai solde qui s'y trouve. Par contre, pour les systèmes ou les SGBD NoSQL, on peut avoir soit des systèmes AP, c'est-à-dire qui assurent la disponibilité, vous pouvez toujours vous connecter, vous avez l'information, c'est distribué, c'est tolérant, les systèmes tolèrent le partitionnement, ou bien vous avez des systèmes cohérents, et à ce moment-là, dans l'AP, faites attention, il n'y a pas la cohérence. Hein. C'est-à-dire, je vais caricaturer, dans mon profil, moi j'ai enlevé ma photo, mais il se pourrait que quelqu'un consulte mon profil et il trouve qu'il y a ma photo. Donc moi je l'ai enlevée et pour un certain temps, pour un laps de temps, l'autre personne peut la voir. Le deuxième type de SGBD NoSQL, nous avons les systèmes SCP, c'est-à-dire qui eux assurent la cohérence, la résistance au partitionnement, mais pas la disponibilité. Bon, là, à ce moment-là, on peut imaginer que moi, si j'enlève, je suis en train de faire une manipulation sur mon profil, on bloque mon profil le temps que j'aurai terminé, pour que tout le monde ne voit pas ma photo. Alors, caractéristiques générales des bases de données NoSQL. Donc, ils adoptent une représentation des données non relationnelles, ne remplacent pas, surtout, les bases de données NoSQL ne remplacent pas les bases de données relationnelles, mais ce sont une alternative, un complément dans certains contextes. Alors, surtout ce contexte-là, ce sont les applications web qui utilisent une très forte distribution des données sur de nombreux serveurs et les bases de données NoSQL font un compromis sur le caractère acide des SGBD relationnels pour plus de montée en échelle horizontale et d'évolutivité. Donc là, on nous dit aussi que l'adoption, donc il y avait le dernier point qu'on devait voir dans cette introduction, c'est les différents modèles des bases de données NoSQL. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles et je présume qu'il va y en avoir d'autres. Ces modèles sont liés au fait qu'il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de situations. Et puis, un élément qui favorise cette émergence et cette multiplicité d'offres, c'est l'open source. L'open source est en train de s'imposer comme une manière de faire qui a été favorable à de nombreuses avancées dans ce domaine-là.
Alors, je continue sur les principales caractéristiques des bases de données NoSQL. Nous n'avons pas de schéma pour les données ou des schémas dynamiques. Donc, on parle de schémaless, donc pas de schéma. C'est pas comme pour le relationnel, vous avez les tables, vous avez les champs, tout est clair. Là, on n'a pas de schéma ou des schémas dynamiques. C'est-à-dire que si je mets un attribut, je peux l'enlever, je peux mettre d'autres et ainsi de suite. Les données sont en des structures complexes, peuvent être imbriquées. Les données sont distribuées. Et nous avons un autre élément qui est la réplication des données sur plusieurs nœuds. Donc, quelque chose qui s'impose dans les bases de données NoSQL, c'est d'ailleurs dans le big data et surtout dans les systèmes de gestion de bases de données NoSQL, c'est-à-dire que on ne peut pas imaginer que les données, qu'on a une seule copie des données. Donc, les données sont certes distribuées parce qu'elles sont volumineuses, mais on a plusieurs copies des données. Et puis, on va privilégier la disponibilité à la cohérence. Souvent, on va privilégier la disponibilité à la cohérence et non généralement pas de gestion de transactions. Donc, on a peu d'écriture et beaucoup de lecture. Hein. C'est comme dans Facebook, on voyait, bon, je me réfère toujours à ça, on consulte beaucoup et par rapport à nos écritures, nos consultations, nos lectures sont beaucoup plus importantes. Donc, donc je vais m'arrêter sur ça. Et dans la prochaine vidéo, on verra les éléments ou les fondements des bases de données NoSQL.